Bonjour à toutes et à tous. On est ravis d'être avec vous ce matin pour échanger en direct sur le fleuve et le territoire dans un territoire que vous connaissez bien mieux que nous. Donc on vient sans aucune prétention pour dire qu'on a la solution aux difficultés ou aux problèmes que vous voulez résoudre. En revanche, ce qu'on veut vous montrer, c'est que la pluralité des réflexions, la multidisciplinarité des gens qui sont autour de la table peuvent contribuer à un débat que vous n'avez pas forcément l'habitude d'avoir. Souvent, quand un sujet territoire est traité, on le traite avec ceux qui sont directement concernés par le territoire. La force d'IAGF, depuis qu'elle existe, depuis que cette structure existe, c'est de réunir autour d'Éric une vingtaine de personnes qui viennent du monde entier, qui viennent des fleuves du monde entier, et qui traitent d'un sujet qui, justement, n'est pas celui de leur territoire. Et cette force et cette acceptation de se dire on se met autour de la table pour prendre un sujet dont chacun d'entre nous ne connaît qu'une petite partie, puisque quand je vais vous présenter les personnes qui sont autour de la table, vous comprendrez qu'ils ne connaissent qu'une partie du fleuve ou du métier de gestionnaire des fleuves. Cette force réunie est toujours plus efficace que la spécialisation que chacun pourrait avoir en répondant strictement à la question qui lui est posée. Juste avant que l'on lance le débat, je vais passer la parole au maire de Vignonnet, qui va nous donner quelques éclairages, spots, de ce qui se passe aujourd'hui sur le territoire. Et puis après, on vous propose de reformuler le questionnement qu'on peut avoir par rapport à ce territoire. Et puis après, on va essayer de répondre à un certain nombre de réflexions, de questions, et vous apporter quelques pistes d'éclairage. Merci. Bonjour, donc je me présente, Xavier Dangin, maire de Vignonnet et vice-président de la communauté de communes du Grand Saint-Émilionnais, et plus spécialement dédié à la GEMAPI, la mise en place de la GEMAPI. La GEMAPI, c'est la gestion de l'eau en milieu aquatique et la prévention des inondations. Donc il est évident que, et riverain évidemment de la Dordogne, la commune. Donc il est évident que les territoires sont très conscients de l'importance du fleuve. Ça a été pendant très longtemps... Elle a eu une activité très importante du temps des gabarres, les transports des marchandises, des pierres pour la construction, des vins pour le commerce. Enfin, ça a longtemps été un fleuve d'une grande importance. Actuellement, nous avons donc cette mise en place de la GEMAPI qui est très importante parce qu'il faut que l'on gère non seulement les eaux qui se déversent dans cette Dordogne, mais il faut aussi prendre en compte les risques d'inondation. Ces risques sont maintenant largement mesurés par la maîtrise des barrages qui se fait de façon pratiquement informatique, donc il n'y a plus l'intervention de l'homme. On va aussi faire cas de la présence ici du Conseil des vins qui est actif aussi pour cette préservation de l'eau par des divers moyens et des diverses méthodes de préservation et de pratique dans notamment le nettoyage de tous les matériels d'épandage de produits phytosanitaires. Et il est fait de gros efforts à ce niveau-là. Au niveau des communes riveraines, il a été fait depuis une vingtaine d'années beaucoup d'efforts tant qu'à l'assainissement des eaux domestiques. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, toutes les communes riveraines de la Dordogne préservent celle-ci par la mise en place comment on appelle ça, de stations d'épuration. Donc toutes les eaux qui sont déversées dedans ne polluent plus. Et on le voit au niveau des pêcheurs qui tout à l'heure pourront intervenir, une qualité qui est de plus en plus acceptable, on va dire. Voilà, donc je vous dis, actuellement, on est dans de bonnes perspectives. Donc, quand on a préparé l'intervention, on a posé un certain nombre de questions à l'organisation de Biotope et on a essayé de reformuler les questions qui se posaient aujourd'hui pour le territoire. On a trois axes, en fait, en tout cas, c'est notre compréhension du sujet. La première, c'est de savoir comment le fleuve peut être le support d'une identité territoriale et patrimoniale dans un contexte où les échelons du gouvernement et des politiques locales
de l'eau se superposent et où l'usage des cours d'eau évolue. Ça, c'est une première question, et à travers les informations qui nous ont été formulées, on sent que cette question se pose, et on voudrait essayer de vous donner quelques éclairages par rapport à ça. La deuxième interrogation qui apparaît ou qui transparaît dans vos échanges, dans vos interrogations, c'est comment améliorer la connaissance historique, scientifique et culturelle du fleuve par le grand public. Parce qu'il y a visiblement une histoire très importante de la relation entre le territoire et le fleuve dans votre région, qui pour autant n'est pas forcément connue ou pas suffisamment connue et pas assez défendue. Donc on pense qu'il y a un sujet aussi à aborder, et quand on a autour de la table une archéologue, un sociologue des religions, un hydrologue, je pense qu'on peut aussi vous apporter quelques éclairages sur le sujet. Et puis le troisième axe sur lequel on sent qu'il y a une interrogation au sein de votre territoire, c'est comment on concilie les services locaux qui sont apportés par le fleuve au bénéfice de ses habitants, au bénéfice du territoire, au bénéfice de l'environnement. Donc là, on est sur une logique de partie prenante beaucoup plus large que celle que l'on connaît habituellement. Et le développement d'usages qu'on voudrait plus internationaux, puisque un des grands axes de communication du port de Bordeaux et indirectement des autres ports, c'est de dire que vous êtes connecté avec le monde. La publicité du port de Bordeaux, c'est 330 lignes régulières entre Bordeaux et le monde. Qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que c'est vraiment une réalité? Parce qu'inversement, et pour être un tout petit peu provocateur, le port de Bordeaux ne fait que 8 millions de tonnes. Donc au regard des grands ports internationaux, on pourrait vous en parler, on est tout petit. Et parallèlement à ça, le port de Bordeaux, grosso modo, après on ne remonte pas plus loin. Enfin, d'une manière, il y a les ponts, et puis il y a le tirant d'eau, etc., etc. Donc en quoi on peut avoir cette logique de grand port international, d'ouverture de l'usage du fleuve vers l'international? Et comment on y travaille? Donc ça, c'est ces trois questions qu'on a perçues au travers des interrogations qui nous ont été remontées. Alors j'espère qu'on les traduit bien. Encore une fois, le travail qu'on vous propose de faire, c'est d'interagir avec vous. On n'a pas la prétention de répondre à toutes ces questions en 1h30, ce n'est pas du tout le sujet, c'est juste de pouvoir vous mettre le doigt sur une façon de réfléchir différemment. C'est vraiment notre objectif. Ça, c'est la première chose. Donc, vous nous excuserez de ne pas forcément avoir des réponses à toutes vos questions, bien évidemment. Quand on fait ce travail-là sur un sujet particulier, on se réunit pendant 4 jours. D'accord? Donc, on n'est pas sur la même échelle de temps, bien évidemment. Alors, autour de la table, aujourd'hui, en dehors de Monsieur le maire, vous avez Corinne Castel, donc, qui est archéologue, qui travaille au CNRS, et comme Eric en a parlé hier, qui est spécialisé sur toute la région de la Mésopotamie et sur ce qui s'est passé entre le 3e et le 2e millénaire avant Jésus-Christ. Et son éclairage, à chaque fois, nous permet d'avoir un retour sur ce qui a pu se faire, qui a disparu, mais qui aujourd'hui réapparaît, en bien et en mal. On pourrait parler des pollutions oubliées. C'était l'une des thématiques qu'on avait abordées il y a 2 semaines lors de notre session internationale. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, il y a 3000 ans, on savait faire des barrages qui fonctionnaient très bien et qui ont permis un développement de cette région. Puis après, il y a eu toute une série d'histoires qui ont fait que. Donc ça nous paraît très important, dans un groupe de réflexion comme ça international, d'avoir la vision d'un archéologue. Ensuite, à côté de Corinne, vous avez Marine. Donc Marine, indépendamment du fait qu'elle est directrice de programme et de projet d'IAGF, elle est beaucoup plus sur la réflexion autour de la gestion des parties prenantes, de la médiation autour des parties prenantes, de la concertation. Et donc, elle pourra aussi vous apporter son éclairage par rapport à ça. À côté de Marine, vous avez Guylain Marsili. Il est hydrologue de formation, membre de l'Académie des sciences. Et à chaque fois, il nous met le doigt là où ça fait mal, en passant « attention, attention ». Si vous prenez ça en compte, il y a ces interactions qui agissent, etc. etc. Et l'hydrologie peut paraître comme ça une science très obscure et très, on va dire, propre à ceux qui la pratiquent. En fait, elle explique énormément de choses sur le comportement des territoires vis-à-vis du fleuve. Donc ça nous semblait très intéressant d'avoir un hydrologue. À côté de lui, vous avez Julien Clément. Donc Julien Clément, lui, il est anthropologue. Il travaille au musée du Quai Branly. C'est un spécialiste du Pacifique. Donc hier, il s'est régalé, bien évidemment, quand il a entendu Titouan parler des Marquisiens et du mode de vie des Marquisiens et du recentrage des habitants de ces îles en disant on habite au centre du monde et les îles sont les villes. C'est quand même une très très belle image. Il y a une décorrélation entre le territoire terrestre
et l'océan, et eux se le réapproprient en disant qu'ils sont les habitants de l'océan. C'est assez passionnant. Et donc, à chaque fois, Julien nous apporte cette dimension anthropologique à côté de ceux qui peuvent porter des sciences plus dures ou qui sont des gestionnaires des fleuves. Éric, il est là en tant que président, mais il est aussi là en tant qu'économiste des matières premières, de cette économie circulaire qui est forcément indispensable quand on veut prendre le sujet du fleuve et de la relation du fleuve avec son territoire dans sa globalité. Vous l'avez très bien entendu hier, en fait, la masse d'eau globale n'évolue pas, on est toujours sur les mêmes volumes, simplement elle se transforme, simplement elle se transporte différemment, mais on est toujours sur cette même circularité. Et donc quand on a ça en tête, forcément, on aborde des sujets différemment. J'ai dit une bêtise. Non, mais il a été juste partiel, parce que je suis un peu écrivain. Oui. Je suis un peu écrivain, et d'autant plus que les fleuves ont toujours été au cœur de mes récits. C'est-à-dire que le livre qui m'a donné le Goncourt avec comme personnage principal l'Amazone, parce que si j'ai un livre qui reste dans tout ce que j'ai écrit, le personnage principal est le Niger, sur lesquels j'ai fait un film, etc., etc. Et une des questions que nous allons avoir à poser, c'est-à-dire, est-ce que le fleuve ou la rivière est encore pour vous un personnage? Est-ce qu'il est dans votre famille? Ou est-ce qu'il n'est plus dans votre famille? Est-ce que vous l'avez oublié? Et cette question-là, moi, je ne sais pas en tant qu'économiste que je suis là, c'est en tant que romancier. Quel récit vous avez avec le fleuve? Et vous savez que dans différents pays, dont la Nouvelle-Zélande, et ça, je prends une autre casquette de juriste, c'est-à-dire membre pendant longtemps du Conseil d'État, les fleuves ont maintenant une personnalité juridique. Donc, personnalité romancier et personnalité juridique. Si les fleuves ne sont pas vivants, ne sont pas dans votre vie, vous allez les mépriser, et comme toujours, le mépris est réciproque. Et comme toujours, le mépris se venge. Merci Eric de cette précision. Et donc à côté d'Éric, il y a Pascal Bourdeau. Donc Pascal, il est historien de formation, sociologue des religions, et il est particulièrement centré sur la région sud-est asiatique, Mékong, et des interactions qui existent justement entre les croyances, les religions, les populations et le territoire dans lequel elles évoluent, et donc bien évidemment le fleuve. Et je n'ai pas besoin de vous réexpliquer qu'effectivement, dans un certain nombre de pays du monde, et pas qu'en Asie, le fleuve a à minima une connotation, si ce n'est beaucoup plus, religieuse, ou en tout cas de croyance. Et donc c'est pareil, quand on aborde un sujet d'appropriation du fleuve dans le territoire, il faut forcément qu'on prenne en compte cette histoire. Sinon, on passe à côté d'un certain nombre de réflexions. Ce que Éric évoquait hier à propos du travail qu'on a fait avec le port de Montréal, par exemple. Le port de Montréal cherchait une zone pour se développer à l'extérieur du port, puisque le port est coincé entre le fleuve et la ville. Ils ont besoin de développer une zone à containers. Ils avaient acheté il y a une quarantaine d'années ce territoire sans savoir ce qu'ils allaient en faire. Ils décident de s'installer. Oui, sauf que ce territoire, c'était le lien d'accès entre les populations natives, les populations premières, et le fleuve. Si vous voulez travailler aujourd'hui et demain sur le développement de cette zone, la transformer en une zone qui devient une zone économique, donc qui change complètement d'aspect, il faut forcément, pour essayer d'embarquer les gens et avoir une acceptation, de travailler avec eux et de comprendre ce que représente ce territoire. Et donc, à chaque fois, Pascal nous éclaire par rapport à ça, de cette importance de la relation, de la croyance, de la religion, de l'histoire de la population et de son fleuve. Voilà. Donc voilà. Non mais il a le président le plus chiant qu'on puisse imaginer. Et il faut qu'il lève la main, car c'est grâce à lui que nous sommes ici. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Voilà. Donc c'est grâce à lui. Donc Pascal, Madina, Saint-Émilion, voilà, c'est tout. Merci. Merci. Parce qu'il a une conception de la religion assez laïque aussi. Merci. C'est les religions que j'aime beaucoup, moi, ici. Bien. Ces présentations étant faites, on va essayer de travailler. Donc, ça tombe très bien que tu aies fait cette digression.
Mais on a répété depuis au moins 5 minutes. Ouais. J'aimerais bien qu'on attaque le sujet avec cette logique de comment faire du fleuve le support d'une identité territoriale et patrimoniale. Je pense que Julien, tu peux peut-être ouvrir le débat par rapport à ce que tu as connu, ce que tu as fait. Je pense que tu peux poser déjà des premiers jalons. Oui, en 2 minutes. Je ne pensais pas que j'allais ouvrir. Alors, je vais... Écoutez, précisons d'abord quelques petites choses. Moi, je ne suis pas du tout d'ici, je ne connais rien à ici, et du coup, c'est une position extrêmement intéressante, parce que c'est une position d'anthropologue, à proprement parler, à savoir que une des caractérisations qu'on a eues de la position, c'est le regard éloigné. Alors, moi, je vais vous dire très simplement, la Dordogne, pour moi, c'était un département, une région, c'est pas très clair, en fait. Parce que quand on est à Paris ou du Nord, ma mère, elle est de Saint-Omer, je sais que vous ne savez pas où c'est dans le Pas-de-Calais, c'est à 80 km de Calais, donc c'est pour vous dire à quel point je suis loin d'ici, d'origine. Et pour moi, j'ai jamais su si la Dordogne c'était une zone de vacances qu'on qualifiait mais qui n'était pas une entité administrative, si c'était un département, et maintenant j'apprends que c'est un fleuve. Donc c'est bien la preuve que pour moi, j'associerais absolument pas cette région à la Dordogne. Donc j'ai découvert hier la confluence, j'ai découvert hier le fait qu'elle passait dans ces territoires. Et on voit bien là comment, d'emblée, ce fleuve qui est le support d'une identité, puisqu'il est lui d'emblée, le nom a été donné aux régions qui traversent, mais en revanche, d'une certaine manière, ça a été usurpé, puisque pour vous, du coup, vous n'êtes pas dans cette région qui correspond à l'identité en question. Donc, du coup, ce qui est intéressant là-dedans, pour moi, c'est que ça veut vous dire qu'il va falloir... une des questions que ça soulève, c'est comment ça travaille, cette traverse de la Dordogne sur l'ensemble de ces endroits, et qu'est-ce que vous voulez créer. Si on imagine une identité qui est centrée autour du fleuve, ça veut dire aussi une reconfiguration d'un certain nombre de lieux qui se sont configurés sur un maillage du territoire qui lui-même a son histoire et qui est lié, au contraire, à un découpage continental. Alors, juste pour aller vite, parce que je ne vais pas monopoliser la parole très longtemps, c'est vrai que la question qui s'est posée très tôt pour les Océaniens, c'est-à-dire comment penser à partir de la mer, ce qu'a dit hier Tizon Lamazou, et qui a été ce texte fondamental pour les Océaniens, qui est le texte d'Epeli Aouofa, qui s'appelle « Une mer d'îles ». Et en fait, l'expression n'est pas très bien traduite, mais ça veut dire en fait la mer est un espace de continuité et pas d'isolement. C'est-à-dire, le mot « île » vient évidemment de « isle », qui est isolant, et donc l'eau apparaît comme une isolation, comme un facteur de séparation. Et d'isolation au sens le plus électrique du terme, c'est-à-dire le courant passe pas, si j'ose dire. Donc du coup, lui dit, ça nous est venu des continentaux. Et on sait très bien que les Iliens disent toujours ça, les continents, le continent, les continentaux, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer l'inverse, c'est-à-dire l'eau comme un lieu de circulation, comme un lieu de partage, comme un lieu qui, justement, est l'endroit où on habite, en fait. D'une certaine manière, on va juste se reposer sur les îles, mais l'endroit où on vit pour de vrai, c'est l'eau. Cette façon de déplacer le regard, pour moi, c'est ce que j'aime dans l'anthropologie, c'est l'exploration du monde, mais c'est aussi l'exercice intellectuel, qui consiste à se dire, si on place au centre, par exemple, de la Dordogne, ou au centre des fleuves qui traversent tous ces territoires, qu'est-ce qu'on voit? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit au sens le plus littéral? Alors, je vais prendre juste une seconde encore pour vous raconter une autre casquette. C'est que j'ai fait dans ma thèse un travail sur le corps, sur le rugby. J'ai fait une thèse et un livre sur le rugby au Samoa. J'ai joué au rugby à Samoa, j'ai vécu là-bas, et j'ai été en Nouvelle-Zélande, etc. Donc c'est par le rugby, donc je pense que ça vous est familier. Et j'ai travaillé sur la perception, notamment des 2 contre 1, des 1 contre 1 et des styles de jeu. C'était ça la base de mon travail. Et j'ai travaillé avec un spécialiste des sciences cognitives qui s'intéressait à l'empathie, qui a écrit un livre sur l'empathie, en disant, en fait, l'empathie, on est en train de se rendre compte que c'est aussi la capacité spatiale à se mettre à la place de l'autre au sens littéral. C'est-à-dire que si je prends Madina, désolé, qu'est-ce qu'elle voit, elle? Comment est-ce que je peux imaginer ce qu'elle voit de là où je suis? C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de me mettre littéralement à sa place? Et en quoi ça génère une empathie? Donc voilà l'exercice intellectuel qui est un exercice à la fois perceptif et intellectuel de comment est-ce qu'on définit une entité si on se place dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on voit de l'endroit de l'eau, à l'endroit où elle est? Ça, je trouve ça marrant.
Je trouve ça marrant quand on se dit, on remet tout en question, des trucs qu'on sait, des trucs qu'on croit, etc. Et on se dit, on part de ça et on voit ce que ça donne. Voilà, moi je crois que si on veut parler d'une identité d'abord, c'est d'abord de cet endroit-là que ça naît. Et là, je rejoins des gens qui connaissent très bien les civilisations qui sont nées de l'eau, etc. Mais je m'arrête là. Merci Julien. Je vais passer la parole à Pascal. Je voulais aussi vous rajouter 2 choses. L'idée, c'est qu'on interagisse, donc qu'on ne soit pas un monologue d'IAGF vis-à-vis de vous tous. Et par ailleurs, dans la salle, il y a aussi des gens qui sont spécialisés sur un certain nombre de sujets, qui sont à notre gauche et à notre droite. Et si le sujet ouvre sur vos spécialités, n'hésitez pas à rebondir, s'il vous plaît. Merci. Julien. Pascal, excusez-moi. Merci beaucoup. J'interviens comme le local de l'étape, si on peut dire, puisque je suis bordelais. Je suis très heureux d'être ici à Saint-Émilion, qu'on ait pu organiser ça, que les IAGF, que le Rhône et que la Garonne, du coup, convergent ensemble à travers cette rencontre. Et du coup, moi, c'est le regard d'un retour d'expérience ou d'un local, disons, qui revient sur son territoire, après avoir passé des années entre Paris et le Vietnam. Je me suis beaucoup engagé dans la recherche sur l'histoire du Vietnam et sur ce rapport en particulier dans le delta du Mékong, sur la signification de ce qu'on appelle la civilisation fluviale. Qu'est-ce que c'est que de vivre avec le fleuve? Qu'est-ce que c'est que de faire communauté de croyances, de communauté de vie dans des espaces qu'il faut maîtriser et avec qui il faut vivre. Tout ce travail, non pas en tant qu'anthropologue qui fait du qualitatif et qui va à la rencontre des gens pour comprendre un petit peu, je l'ai fait moi par l'histoire et par cette construction, par cette mobilité, par cette adaptation et cette adaptabilité des populations dans ce territoire. Et je me suis passionné pour les particularités régionales, entendre parler les gens, comprendre que dans leur imaginaire, une géographie existe qui n'est pas forcément visible et qui n'est pas forcément très excitante lorsqu'on se retrouve dans des plaines. Pour les gens qui connaissent l'Asie ou qui connaissent le Vietnam, on est bien évidemment attiré par les montagnes et par tous les aspects spectaculaires de ces zones. Quand on est dans des deltas, quand on est sur des plaines, on a l'impression que rien ne se passe, que tout est immobile, que tout est semblable. Et en fait, on se rend compte qu'à travers des histoires de vie, c'est des imaginaires, c'est des espaces qui sont complètement recréés, ce sont des langages aussi. Et de retour du Vietnam, il y a quelques années, je me suis dit, mais tout ce travail que j'ai fait au Vietnam, en fait, je ne l'ai jamais fait en France. Et tout me paraît tellement évident de ma région natale qu'en fait, je ne connais finalement rien d'elle. Et le fait de venir ici, c'est me rendre compte qu'on passe de la rive gauche à la rive droite, non pas dans le sens parisien, mais dans le sens bordelais, qu'on est dans cet entre-deux-mers, qu'on est dans la confluence et qu'on est dans ces espaces aussi de fluidité et de mobilité. Et ça me paraît intéressant et important de faire ce retour et de repenser finalement ce qu'est la culture populaire, ce que sont ces richesses que l'on ne voit pas forcément et qui est, par le décentrement, par l'expérience de l'autre, que l'on retourne en fait vers soi-même. Paul Valéry expliquait que le plus beau voyage, en fait, c'est quand on rentre chez soi finalement, et que le déracinement n'existe jamais. On a l'impression de quitter, de partir, et en fait, on se retrouve toujours face à soi-même et face à sa propre région d'origine. Quelques éléments donc, très, très personnels, disons, sur l'importance de prendre de la distance, de changer d'échelle, lorsqu'on réfléchit aussi sur les identités régionales, échelle de temps, échelle d'espace, et je pourrais peut-être dire aussi échelle de vitesse. On parle depuis quelques semaines, de façon aussi décriée, mais pas uniquement, de la mise en application de la ligne grande vitesse et donc de tout ce que cela crée comme mobilité, comme attractivité. J'aurais tendance à prendre le contre-pied et aujourd'hui, dans cette rencontre, de recentrer notre réflexion sur le fleuve et plutôt que de parler de la ligne de chemin de fer et de la ligne à grande vitesse, de prendre le fleuve et de voir la ligne à petite vitesse et à petite échelle pour réfléchir en fait sur ces territoires. Merci Pascal. Corinne, est-ce que tu veux, par rapport à cette dimension territoriale, patrimoniale, apporter un éclairage, s'il te plaît? Alors, je ne suis pas du tout la locale de l'étape non plus, non seulement parce que je ne suis pas originaire du tout de votre région,
J'ai fait ensuite toutes mes études à Paris et j'ai vécu de longues années au Proche-Orient, où j'ai travaillé pendant plus de 25 ans, en Syrie en particulier et en Irak notamment. Mais je suis ravie d'être ici. Déjà, je voulais vous remercier chaleureusement parce qu'on est accueillis merveilleusement et j'ai très envie de revenir. Donc, sachez que déjà, vous m'avez vraiment donné envie de revenir. Je découvre un monde. Pas seulement les vins, on connaît un petit peu quand on aime le vin. La Dordogne, effectivement, c'est une appellation qu'on connaît, mais je n'avais pas imaginé le monde qu'il y a autour du vin, autour de la Dordogne, autour de vos villages extraordinaires. Je me suis un petit peu promenée ce matin, j'étais ravie d'avoir eu le temps de le faire. Et ce monde, il est constitué d'un passé, il est constitué d'un présent. Et je pense que je suis là en fait pour vous parler peut-être de la longue durée, parce que je travaille donc sur des civilisations très anciennes, je travaille sur les premières villes de l'humanité, qui naissent vers la fin du 4e millénaire, début du 3e millénaire en Haut Proche-Orient, en Sumer dans le sud de la Mésopotamie, mais on le sait maintenant aussi dans le nord de la Syrie, au début du 3e millénaire, avant Jésus-Christ évidemment. Et donc on est bien loin de tout ça, mais la longue durée nous aide à penser non seulement le présent, mais aussi le futur, puisqu'on s'aperçoit, par exemple, que des civilisations disparaissent, s'éteignent. On s'aperçoit qu'il y a une ingéniosité des pratiques et une diversité des modes de vie le long des fleuves qui est remarquable, avec une remarquable adaptabilité des populations aux milieux les plus divers. Et moi, je connais mieux les milieux arides, et il y a une remarquable adaptation des populations, avec une grande diversité, une grande ingéniosité dans les techniques, dans les pratiques, pour vivre le long de ces fleuves et dans ces régions arides. Mais également, dans les régions arides, on est confronté, vous parliez d'inondations tout à l'heure, on est confronté évidemment à des crues, à des inondations qui sont terribles dans le désert, beaucoup d'entre vous le savent. Et ce que je voudrais dire, c'est que il y a plusieurs choses qui m'intéressent en découvrant cette richesse de votre patrimoine et cette richesse d'un mode de vie. Parce qu'en fait, au-delà du patrimoine, moi je suis archéologue, mais je ne m'intéresse pas qu'aux vieilles pierres. Je m'intéresse évidemment à qu'est-ce qu'on faisait dans ces vieilles pierres, les modes de vie, etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une manière de voir le rapport de l'homme à l'eau. Il n'y a pas une manière il n'y a pas une pratique particulière, mais il y a une grande diversité. Et je pense qu'il faut penser le présent par rapport à ce passé qui nous offre une richesse d'exemples, une grande diversité donc de techniques, de pratiques, de modes de vie, mais aussi de s'apercevoir que dans certains cas, il y a un seuil d'irréversibilité. C'est-à-dire qu'on peut exploiter un territoire jusqu'à un certain point, et l'histoire montre que dans certains cas, quand on va au-delà de ce seuil, eh bien c'est trop tard. Et donc cette prise de conscience, on peut l'avoir à tous les moments de la vie, à toutes les époques du temps, et il n'y a pas un continuum. Ça, c'est quelque chose que je sens maintenant très fortement avec l'âge qui avance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un continuum, il peut y avoir des retours. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les nomades et sédentaires. On ne passe pas du nomadisme à la sédentarité, on peut revenir au nomadisme, et c'est vrai pour tout, c'est vrai pour les pratiques, c'est vrai pour les modes de vie, etc. Et donc, je pense que les usages d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, mais peut-être que les usages d'aujourd'hui ne sont pas ceux non plus que nous aurons demain. Et donc, je pense qu'il faut penser dans la longue durée, il faut penser avec cette ouverture. Voilà, mais je veux pas monopoliser la parole, mais c'est vraiment, il me semble, quelque chose d'important de se situer comme à un moment du temps, sachant qu'il y a un passé, sachant qu'il y a un avenir, et qu'on est là dans un continuum. Voilà, avec cette ouverture de pratique. Bon, après, on pourra rentrer dans le détail, mais c'est ça qui me paraît important. Et enfin, pour les pratiques aussi, je pense que, comme mes amis sociologues et anthropologues, pour avoir vécu beaucoup dans les milieux arides avec des nomades, etc., je pense qu'il y a une importance de la considération de la réversibilité et de penser la diversité. Voilà. Penser la diversité
des pratiques, des modes de vie. Voilà. Je vous laisse. Merci. Alors, pour finir ce premier tour sur l'identité du patrimoine et territorial, Guylain, est-ce que tu peux nous resituer un peu justement cette dimension hydrologique dans ce genre de patrimoine identitaire et local? Et ensuite, on fera le lien après avec la gouvernance du territoire et voir comment ça peut s'articuler. Oui, je vais te désobéir un peu et je voudrais parler un petit peu t'as raison. De la notion de patrimoine apportée par le fleuve, avec 2-3 anecdotes. La première qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'en 1945, quand la France s'est relevée et qu'on a voulu faire quelque chose, eh bien, il y a des gens qui ont décidé qu'il fallait un aéroport à Paris. Or, il n'existait pas. Et la meilleure idée qui a été proposée, c'était de recouvrir la Seine d'une dalle de béton et de faire atterrir les avions dans Paris. Donc voilà une utilisation patrimoniale du fleuve qui était... Bon, ça ne s'est pas fait, vous l'auriez su si ça s'était fait, mais disons, il y a quand même, je dirais, dans la tête des gens, il y a des choses qui sont parfois bizarres. Deuxième exemple, j'ai été sollicité il y a quelque temps par l'agence de l'eau du Nord qui s'appelle... Comment elle s'appelle ? Non, pas c'est Normandie, c'est du Nord. Enfin, peu importe, une agence de l'eau. Non, c'est pas Adour-Garonne, c'est Artois-Picardie. Voilà. Et là, c'était le problème de mettre en valeur la Somme, qui est une des rivières que tu dois connaître. Hein. Et donc, on nous projetait des belles images de la Somme, et les aménageurs qui avaient décidé qu'ils pouvaient faire quelque chose, eh ben, ils nous montraient des photos où on voyait, au bord de la Somme, des petites cabanes de gens qui viennent pêcher le dimanche et qui s'amusent à faire le pique-niquer le long de la rivière, etc. Et ils disaient, bon, ben, ça, on détruit, et on va reconstituer. Alors, ils n'ont pas prononcé ces noms-là, mais ceux qui voyaient pour la Somme, c'était des paysages de Monet. On voyait des beaux tableaux de Monet qui seraient la Somme de demain si on l'aménage comme ça. Pourquoi pas? Moi, j'aime bien Monet, donc je serais très heureux de voir Monet réinstallé dans la Somme. Mais les gens qui viennent le dimanche se balader sur le bord de la Somme avec un petit casse-croûte dans leur panier et qui veulent pêcher avec leur petite cabane qu'ils ont, allez, tout ça, on fout à la poubelle. Donc, il faut bien voir que l'aménagement et la finalité qu'on veut donner à un objet qui est ici un fleuve dépend beaucoup de qui on s'adresse. Est-ce que la majorité des habitants de la Somme préfèrent Monet à leur petite cabane de pêcheurs? J'en suis pas sûr. Donc il faut bien définir, ça c'est aux sociologues de le faire, pas à moi, quelle est, je dirais, l'évolution vers l'avenir que l'on veut aller. Est-ce qu'on veut raser les cabanes et construire Monet, ou est-ce qu'on veut au contraire laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire, hein? Et j'ai trouvé des réflexions là-dessus quand vous avez parlé de l'aménagement ici à Libourne. Il y a des réflexions, on parle de Monet d'ailleurs, de façon surprenante, et cette réflexion est en cours ici. Alors le troisième exemple, c'est une expérience que j'ai faite à Notre-Dame-des-Landes. Alors, Notre-Dame-des-Landes, tout le monde connaît. J'ai été appelé à présider un petit comité mis en place par le préfet de Loire-Atlantique qui devait dire si la compensation des zones humides qui seront détruites si cet aéroport se construit était bien faite. Vous savez ce que c'est l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes? C'est un endroit qui est préservé, complètement préservé, parce qu'il a été décidé de construire cet aéroport il y a 40 ans. Et l'État a dit, bon, bah, si on va construire un aéroport, on gèle tout. Hein. Personne ne peut plus rien toucher, et le territoire est sous scellé, si on peut dire, et n'évolue pas. Donc le territoire est resté à Notre-Dame-des-Landes comme il était il y a 40 ans. Alors, la question qu'on nous pose, nous, on était une douzaine de scientifiques, est-ce que la compensation écologique est bien faite? La compensation écologique, c'est quoi? Eh ben, sur cette zone humide, il y a des bestioles. Il y a des petits crapauds, des petits trucs, des petits machins. Et la compensation écologique, c'est de s'assurer que ces pauvres bêtes vont pouvoir continuer à vivre là-bas, etc. Et alors, on fait venir le public. Le public, il est venu tout seul. D'ailleurs, il y a les zadistes que vous connaissez, tout ça, ça se passe mal. Ils s'en foutent des petits crapauds. Ils s'en foutent complètement. C'est une idée d'intellectuel écologiste. Qu'est-ce que c'est? On les a jamais vus, ces crapauds. C'est des amphibiens, c'est des petits trucs. Bon, ils sont très bien, ils ont besoin d'être là, et la biodiversité veut qu'on les protège. Mais si on parle de ce que le public attend de la zone de Notre-Dame-des-Landes, ils s'en foutent des petits crapauds. Ce qu'ils veulent, c'est une notion de paysage. Et il se trouve que Notre-Dame-des-Landes, que je vous l'ai dit, a été préservée pendant 40 ans, et donc on a un paysage de bocage qui a été passé à la moulinette par les grands tracteurs et les bulldozers ailleurs. Parce qu'ailleurs, on a fait du drainage, on a enlevé les haies, on a fait des grands champs, etc. Donc ce paysage traditionnel, peut-être du siècle dernier ou de l'avant-dernier siècle, eh bien, il a disparu. Donc pour les gens,
c'est une beauté, ce paysage de bocage. Et c'est ça qu'ils veulent. Et préserver Notre-Dame-des-Landes, c'est pas préserver les crapauds, c'est préserver les paysages. Donc ce que je veux dire, c'est que quand vous allez réfléchir à l'aménagement des fleuves, il faut demander pour qui vous les aménagez. Est-ce que c'est pour le pêcheur avec sa petite cabane? Est-ce que c'est pour l'admirateur de monnaie? Est-ce que c'est pour le petit crapaud qui est là? Ou est-ce que c'est pour... Et à mon avis, ce qui compte là-dedans, aujourd'hui, c'est la valeur du paysage. Le paysage est difficile à définir, c'est un travail de sociologue, mais on sait tous ce que c'est qu'un joli paysage. On aura du mal à le définir, mais on sait que ce qui est moche, et on sait ce qui est joli. Donc préserver des paysages, c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'aménagement des fleuves. Merci Guilain. C'était pas vraiment de l'hydrologie, mais enfin... Mais c'est pas grave. Justement, c'est ça qui est intéressant. C'est ça, vous l'avez colonisé. Donc, premiers aperçus sur, effectivement, que fait-on du fleuve comme support patrimonial, territorial, et vient immédiatement, par rapport à ça, s'intercaler la notion d'échelon de gouvernance, qu'elle soit locale, régionale, nationale, voire même internationale. Est-ce que l'un d'entre vous veut ouvrir ? Alors, il y a un objet dans cette salle qui m'a immédiatement frappé, pour des raisons personnelles, puisque mon père a présidé le Cercle nautique de Versailles, c'est-à-dire le club d'aviron sur le Grand Canal, et qu'il a été un des responsables de la Fédération d'aviron. Pourquoi un 4 de couple ici, au sommet de la colline de Saint-Émilion, la montagne de Saint-Émilion? Pourquoi? C'est marrant. On a l'impression que c'était l'Arche de Noé qui était échouée sur le mont qui est là, au milieu. Et donc c'est quand même assez frappant. Donc c'est un objet d'identité. Et dans les petits livrets que vous avez ici, c'est « N'oubliez pas le fleuve ». Alors ça me fait toujours marrer les questions d'identité, c'est que on a une identité principale qui est le vin, mais n'oubliez pas que nous sommes autre chose. C'est-à-dire, et c'est toujours comme ça les identités. Pour ce qui me concerne, n'oubliez pas qu'en dehors de ma beauté fulgurante, je suis aussi écrivain. Et donc, ces questions, et ça m'a toujours frappé, parce que j'ai participé à une réunion formidable sur l'image de Bordeaux, avec le maire, Alain Juppé. Alors c'était vachement marrant parce qu'on disait, au fond, on voulait trouver un nouveau slogan pour Bordeaux. Alors, c'est oui, Bordeaux, c'est le vin, mais enfin, il y a quand même tellement d'autres choses. Il y a l'aéronautique, il y a maintenant les industries de la santé, c'est voilà, le numérique, et là, à Bordeaux, c'est moderne. C'est pas seulement le vin. Alors, on est quelques-uns à lever le doigt, et puis on dit, bon, ben, on va faire... pour employer un mot en anglais, on va faire Bordeaux now, c'est-à-dire not only wine. Et alors à ce moment-là, Juppé dit, oui, mais il faut qu'on n'oublie pas quand même qu'il y a le vin. C'est toujours comme ça, les questions d'identité. C'est-à-dire, moi, ce qui me frappe, première réflexion. Deuxième réflexion, c'est les échelles. Alors vous avez parlé très très bien des échelles de temps, et il y a les échelles spatiales. Donc, comment on emboîte toutes ces identités? Je me souviens d'avoir fait un documentaire sur la France. Et comment j'avais commencé? Pour aller en regardant, en allant voir le gardien du phare de l'île de Sein. Alors, je lui disais, mais vous êtes qui, vous? Il dit, ben, je suis ilien, je suis breton, je suis français, je suis européen et je suis mondial, puisque évidemment, je suis l'océan, océan, atmosphère, etc. Question planétaire m'intéresse. Comment est-ce qu'on gère toutes ces identités? Et ça, c'est des identités qui sont assez évidentes. On en parlait hier, c'était intéressant. Vous vous sentez qui? C'est-à-dire, est-ce que vous vous sentez... par exemple, il y a des gens qui se disent « je suis dans une commune et puis je suis européen ». Ou d'autres qui disent « je suis la région et puis je suis français ». Et puis d'autres qui se disent « il y a des choix maintenant entre toutes ces différentes identités ». Et ça veut dire des actions différentes. Et il y a des tas de gens dont je suis, par exemple, dans les responsabilités personnelles. Concrètement, il se trouve qu'on m'a proposé 4 fois d'être ministre. Pour moi, ça n'avait pas de sens, parce que ce n'est pas là où ça se joue.
c'est plus important d'être maire et responsable régional que d'être ministre. C'est-à-dire, où sont les actions? Est-ce que c'est l'action nationale ou est-ce que c'est l'action régionale? Donc c'est aussi ça. L'identité, pour moi, l'identité est dans le projet. L'identité est dans l'action. Et encore une autre remarque, c'est les espaces créés sur un bout de table par des politiciens aux abois et qui va s'agir d'incarner. Par exemple, la nouvelle région. Qui va me dire qu'il y a un lien entre Pau et Poitiers? Et pourquoi? Et quand on sait comment ça a été décidé, c'est n'importe quoi. Ça aurait pu être tout à fait autre chose. Et simplement, il faut endosser cet élément-là. Donc, vous avez des tas de logiques véritables où l'histoire et la géographie se mêlent, et puis la fantaisie de l'urgence parce que le reporter de BFM attend derrière la porte. Et c'est ça, la réalité de la vie. Et c'est pour ça que de temps en temps, et je me bats pour ma corporation, il faut qu'il y ait un récit. Et donc on en porte comme ça. Et moi, ce qui me frappe vraiment ici, si je devais faire une sorte de concentré du monde d'aujourd'hui, ça serait ce bateau, ça serait votre domaine, et ça serait la grande finance. Et on est chez les Dominicains ici. Donc vous avez, si je devais faire une sorte de portrait du monde d'aujourd'hui, c'est formidable. Comment est-ce qu'on se bat pour maintenir un domaine familial? Est-ce que le fleuve s'est retiré? Sinon dans la géographie, du moins dans la mémoire. Est-ce que la religion est toujours là? Et c'est la religion du savoir, puisque c'était les Dominicains. Donc, vous voyez, toutes ces questions qui sont absolument fascinantes. Et ce que j'aime tant ici, c'est que, évidemment, résumé dans le vin, mais à quel point on est dans une biodiversité culturelle aussi. Et c'est ça ce que j'aime tant, et je suis, comme on dit au Québec, tombé en amour avec cet endroit que je connaissais déjà bien. Pour une autre raison personnelle, c'est que celui à qui je dois tout, qui est mon éditeur, qui a vraiment, dans un texte que j'avais fait qui était complètement nul, gardé 2 pages en disant « si vous continuez, vous allez travailler », qui était Jean Quérol, celui qui avait fait Nuit et brouillard, celui qui a travaillé avec Jean Renet, etc. Et il habitait juste de l'autre côté, à Pujols, Castillon-la-Bataille. Et donc je venais sans arrêt là des 2 côtés. Et au milieu, il y avait quoi? Il y avait un plat, c'est-à-dire la gastronomie. C'était quoi? C'était la lamproie à la bordelaise. Et donc, c'est ça aussi, c'est tous ces mécanismes-là. Donc, je me trouve, en tant que romancier, je cherche, comme un mineur, mais plus respectueux de l'environnement, je cherche les mines à histoire. Et ici, c'est infini. Et donc, je suis confus, mais je vais revenir. Merci Eric. On reviendra sur la notion d'interaction entre les échelons de gouvernance et le territoire. Mais on va faire une petite digression parce que tu as ouvert un sujet qui tient à cœur à mes voisins de gauche. Tu as parlé de la lamproie. La lamproie, c'est un symbole. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. J'ai les digressions, mais on a quand même quelques réflexes. On revient quand même, voilà. Parce que là, c'est quand même super. Et donc, justement, la lamproie, c'est aussi un symbole de l'identité locale et même régionale, on va dire. Vous voulez bien nous en dire un mot ? Bonjour à tous. Donc nous sommes des habitants qui sommes hébergés par les rives de la Dordogne. Donc j'ai beaucoup apprécié le côté empathique de la Dordogne, parce que nous on le connaît par cette vue-là. Donc on est sur la basse Dordogne, on vit au rythme des marées jusqu'à Castillon-la-Bataille. Ce n'est pas rien pour l'activité, mais aussi pour les paysages. Le Mascaret vient s'écraser chez nous, voilà. Et nous, ça fait partie d'un membre de notre famille, la rivière Dordogne, puisqu'on vit près d'elle, on vit avec elle, et il n'y a pas un jour où on ne la voit pas, il n'y a pas un jour où elle est pareille. Donc on se félicite chaque jour de cette chance et de ce privilège qu'on a. Et aujourd'hui, la lamproie est une personne pour nous qui est son docteur. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, pendant des années, avec les premiers barrages au XIXe siècle, les pêcheurs en Haute-Dordogne ont disparu.
Au fur et à mesure, les barrages jusqu'aux années 50 sont arrivés jusqu'à Bergerac, aux portes de Bergerac. Donc aujourd'hui, ça veut dire que les pêcheurs de basse Dordogne, si la lamproie a 450 millions d'années, animal fossile vivant, eh bien, les pêcheurs professionnels, eux, il y a une dizaine d'années, étaient une 150aine, et aujourd'hui, ils sont autour de 40, voilà, sur les deux fleuves, Dordogne et Garonne. Donc il faut bien avoir ça en tête, ils sont en voie de disparition, et la lamproie, elle, il faut quand même la protéger, il faut quand même surveiller ces poissons migrateurs qui font la richesse. Les poissons sont la richesse de la Dordogne, mais aussi, il y a toute une faune, on le disait tout à l'heure, qui sont les rats musqués, qui sont les ragondins, qui sont aussi les loutres qui avaient disparu et qui réapparaissent. Donc, on a la flore aussi des bords de rivière qui est à préserver. C'est très, très important. On a la faune et on a l'homme. L'homme qui est là, qui vit avec, grâce à elle, au quotidien. Aujourd'hui, notre activité, c'est non seulement la pêche de la lamproie, la transformation, puisqu'on a une ferme et on accueille, et les touristes, notamment les touristes étrangers, sont surpris de découvrir la rivière du point de vue de la rivière. Et ils s'interrogent sur ces hommes. Que font ces hommes par rapport à la rivière? Parce que on est sur un bras de rivière qui est difficilement navigable. Pourquoi? Parce que dans les années 50, 60, on a extrait la Grave à des fins humaines. Et aujourd'hui, eh bien, l'étiage est très bas. On en parlait avec Monsieur Dangin tout à l'heure. Et cet étiage, du coup, on a un bouchon vaseux, donc la navigabilité est compliquée, il faut quand même s'y connaître pour naviguer au-dessus de Vignonnet et en remontant jusqu'à Castillon, et notamment à Sainte-Terre. Et aujourd'hui, ces techniques de pêche ancestrales, nous, on essaye de les préserver, de les raconter, de faire des histoires. C'est une histoire familiale, on a 3 générations de pêcheurs professionnels à Sainte-Terre, donc la capitale de la lamproie, et on trouve des pêcheries depuis le 15e siècle à Sainte-Terre. Donc voilà l'histoire des hommes de la rivière. Parce que, je tenais à ce qu'on en parle un petit peu. Voilà, merci. C'est absolument magnifique ce que vous venez de dire. D'abord, je me sens tout à fait concerné parce que animal fossile survivant, c'est la définition de l'académicien. Donc, vous avez de longues heures devant vous, alors. C'est vraiment là. La première chose, vous avez employé un mot que j'adore, parce que si vous réfléchissez à ce mot, vous allez voir à quel point il est riche. Vous avez dit que nous étions hébergés. Il y a berge dans le Nord, et on est invité. Et vous avez dit aussi, en continuité, quelque chose qui me frappe alors énormément. Et là, je change de casquette, et je suis ambassadeur de l'Institut Pasteur. Ce que j'ai compris dans la vie, c'est qu'il y a les animaux, dont les humains, et que, si j'ai compris quelque chose, c'est que les frontières du vivant sont bien plus poreuses qu'on ne croit. Et quand on discutait des arbres, puisque nous avons ouvert avec Alain Juppé le grand festival des arbres remarquables, on sait bien maintenant que les arbres communiquent. Donc ce que nous croyons détenteurs de ce monopole, c'est pas vrai. Et il y a une continuité du vivant. Et quand il n'y a pas une santé d'un des maillons du vivant, c'est l'ensemble du vivant qui est malade. Voilà. Donc ce que vous dites, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est notre... Et pourquoi nous avons voulu ces gens, ces expériences, ces savoirs aussi différents dans l'IAGF, c'est pour essayer d'être en tout petit une maquette du vivant. Très bien, merci. Donc, merci pour cet éclairage sur un usage de l'eau ancestrale et la démonstration aussi que l'usage de l'eau, les usages au fil du temps évoluent et qu'il faut essayer de les concilier pour perpétuer certaines traditions, mais aussi prendre en compte les besoins nouveaux. Et donc là, on voit bien qu'il y a à défaut d'une contradiction, en tout cas, une interrogation. Est-ce qu'on privilégie l'usage ancien, c'est-à-dire est-ce qu'on vous permet de perpétuer ce que vous faites, ou au contraire, est-ce qu'on oublie cet usage, transforme notre usage? Donc, ou comment on essaie de trouver une troisième voie et une cohabitation? Dans le respect, j'ai noté de la biodiversité, richesse du patrimoine. Je voudrais qu'on continue à
à s'interroger autour des usages du patrimoine, mais aussi de cette gouvernance locale. Enfin, quelle interaction avec la gouvernance? Et là, il y a, je pense, plusieurs personnes qui peuvent répondre. Il y a Guylain qui veut prendre la parole, et il y a Julien aussi qui intervient. Alors vas-y, Julien. Bon, je commence? Oui. La question que je voudrais évoquer, c'est l'aménagement de fleuves pour, par exemple, construire des barrages. Vous avez parlé, madame, tout à l'heure, de barrages anciens qui avaient été construits sur la Dordogne pour produire de l'hydroélectricité. Et vous connaissez le cas du barrage de Sivins, qui fait l'objet de controverses extrêmement fortes, avec ce qu'on appelle maintenant les zadistes qui viennent s'opposer à ce système. C'est un problème de gouvernance. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je dirais que historiquement, la façon de régler ces problèmes où il y a toujours des intérêts contradictoires entre les différentes parties, c'était la déclaration d'utilité publique, et c'était, bon, c'est bon pour l'intérêt public, et c'était, en fait, présenté comme ça, et si on arrivait à convaincre les parlements ou les élus que c'était d'intérêt public, ça se faisait. Maintenant, ça ne marche plus. C'est complètement passé de mode. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, finalement, les projets qui sont présentés sont contestés par le public, et ils sont contestés en tribunal administratif. Donc, finalement, la décision de faire ou ne pas faire un aménagement repose pour beaucoup sur des juges, pour lesquels j'ai le plus grand respect, mais qui ne connaissent rien à la façon dont fonctionnent les fleuves et aux problèmes écologiques posés par les aménagements proposés. Donc on est en train de décaler un système qui marchait plus ou moins bien vers un système qui est basé sur une juridification. Non, il a attaqué la justice administrative, je quitte cette table. Je suis conseiller d'État, tu viens de m'insulter gravement. Et au-delà de ma personne, la moitié de la justice française, c'est le corps. C'est le corps administratif que tu viens d'attaquer. C'est insupportable. Éric, je persiste ces signes dans la mesure où... Oui, mais c'est quand même insupportable. Même si d'autant plus que tu as raison. Bon, dernier point, je m'arrêterai par là. On a quand même partout maintenant en France, on court-circuite la justice, on court-circuite les autorités. Il y a une autorité nouvelle qui a été créée, qui s'appelle l'autorité environnementale, qui est chargée de donner un avis entre guillemets, neutre sur les projets d'aménagement, c'est des représentants de l'État, en fait. J'ai failli y siéger, puis on m'a refusé parce que j'étais pas de la bonne couleur. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça marche plus, le système. Le système ne décide pas, ne peut pas décider, décide quelque chose, c'est remis en cause par des zadistes, qui sont des gens, pour beaucoup d'entre eux, qui ne viennent pas de la région, mais qui viennent de plus loin, et qui ont une habitude de faire ces démonstrations en cette région. Nous avons un système qui est bloqué au niveau gouvernance et administration. Je parle tout au contrôle Éric que du Conseil d'État, mais pour décider l'aménagement, la modification de quelque chose d'important. Si c'est de un peu rectifier une berge, ça va, mais si vous voulez faire un aménagement, on ne sait plus comment faire. On ne sait plus comment faire. Donc je pense qu'on a un gros problème de gouvernance qui n'est pas limité au fleuve, mais qui est limité, enfin, qui pénètre toute la société française. Merci Guilain. Alors. Je me place maintenant en tant que chercheur et en tant que citoyenne. Je pense qu'il y a souvent un problème de méconnaissance les uns des autres, de méconnaissance de nos propres besoins, de méconnaissance de nos propres usages, et à tous les échelons. Et souvent, les blocages, à mon avis, se font parce qu'on ne connaît pas les autres pratiques, parce qu'on ne sait pas comment chacun se représente cette cartographie mentale qu'on exprimait tout à l'heure, puisqu'il y a la cartographie du territoire qu'on peut placer sur une carte de manière classique, mais il y a aussi la manière dont on se représente l'espace du fleuve et la manière dont chacun se représente les usages, etc. Et ça à tous les échelons. Et je pense que la recherche est indispensable pour aller loin, pour mesurer en termes chaque technique employée, chaque produit phytosanitaire utilisé, quels sont ses impacts, quels sont les impacts précis de la construction du barrage. Alors j'imagine qu'on a dû y penser en termes de sédimentation, des problèmes sédimentaires, on a dû y penser en termes de passe à poissons, enfin bon, je commence à entendre parler de ce genre de choses grâce à IAGF, mais est-ce qu'on a pensé à vous les pêcheurs, est-ce qu'on a pensé au paysage, est-ce qu'on a pensé à demain? C'est-à-dire que je pense que la recherche est indispensable
pour évaluer précisément les impacts de chacune de nos actions. Et par ailleurs, la recherche elle concerne aussi donc les pratiques et les représentations mentales de chacun des usagers du fleuve, à tous les échelons, qu'ils soient individuels en tant que citoyens, mais aussi à l'échelle locale, régionale, etc. Voilà, donc c'était ça que je voulais préciser. Alors juste 2 mots, parce que je ne pouvais pas ne pas intervenir, parce que je prépare donc une thèse, j'ai travaillé 3 ans pour IAGF, et je construis un projet de thèse justement sur ces questions-là, sur la médiation, les outils de médiation dans les projets d'aménagement fluviaux, et notamment la cartographie, la cartographie en tant qu'artefact de médiation, pour comprendre comment différentes parties prenantes se représentent leur territoire. Parties prenantes au sens large, c'est-à-dire ça peut très bien être aussi la diversité, quels usages la biodiversité a-t-elle de ce territoire, et comment, d'un point de vue, comment cette biodiversité dessine vraiment au sens propre le territoire, et comment donc des nouvelles méthodes comme ça de médiation peuvent permettre à la fois d'accroître la connaissance que chacun a du rapport au territoire, et d'imaginer voilà, des nouvelles échelles et des nouveaux moyens. Ça peut être par de la géomatique, des systèmes d'information géographique, mais aussi par des moyens beaucoup plus simples en fait, de se mettre autour de la table et de poser les sujets en fait. Voilà. Juste une petite phrase. Je pense que la connaissance contribue à l'acceptabilité. Et on passe de la compréhension à la collaboration dans ces conditions. Et je pense que ça, c'est vraiment indispensable. Ça, c'est ton optimisme magnifique. On peut essayer. Moi, je voulais du coup simplement indiquer 2 endroits où en fait la recherche actuelle à la fois redit et montre un petit peu les logiques qui sont à l'œuvre et que vous devez sentir. C'est-à-dire que c'est de la théorisation, mais c'est de la théorisation qui est tellement branchée sur le recueil de situations que les gens vont expérimenter sur le terrain, puisque c'est ça l'anthropologie, que c'est vraiment, à mon avis, très proche de ce que vous pouvez vivre pour ceux qui sont concernés par ces questions. Il y a 3 enjeux en fait qui viennent d'être évoqués, à mon avis, qui sont fondamentaux à travers les exemples que vous avez cités et les discussions, les remarques qui ont été faites. Le premier, c'est l'extraordinaire prolifération des acteurs, y compris des acteurs non humains. C'est ça que l'anthropologie a amené aujourd'hui à théoriser, c'est-à-dire comment tout d'un coup, on a des gens, on a des voix, on a des façons de faire parler des êtres qui sont avec nous et qui s'invitent à la table des négociations. C'est-à-dire que quand vous dites la lamproie, comment on fait pour qu'elle existe, c'est-à-dire que la lamproie devient un acteur de la discussion. Elle est là. Alors, il y a des représentants, il y a des gens qui la connaissent, il y a des moyens de l'étudier, et tout ça participe de la représentation au sens politique du terme. C'est ça que je voudrais faire comprendre, c'est que la représentation politique est devenue quelque chose qui s'est pluralisé, et que c'est plus seulement les partis politiques, les maires, les responsables, etc. Ça a proliféré toutes les manières de faire apparaître des gens ou des choses ou des êtres qui viennent se présenter en disant « nous aussi, on a quelque chose dont il faut tenir compte », est devenu très important. L'autre enjeu, du coup, c'est l'émergence de formes de décision ou de formes qui ont aussi proliféré. Les associations, le phénomène des associations est un phénomène récent qui a une importance politique majeure. Personne ne le prend comme tel, mais il faut reconnaître l'idée qu'aujourd'hui, les formes de représentation ont considérablement changé et que du coup, plus aucun dirigeant politique, et les zadistes, on peut les prendre aussi comme une des formes, elle peut gêner les scientifiques, les tenants, les politiques, etc. Ils existent et ils ont des formes de représentation, des formes d'action, ils font partie du champ politique. Du coup, les maires sont plus du tout dans une position de direction, enfin les représentants, les dirigeants politiques, disons, ne sont plus du tout dans une position de direction, mais beaucoup plus, à mon avis, ce que tu disais hier, Eric, que j'ai trouvé magnifique sur l'Antarctique, c'est-à-dire qu'il y a des courants de partout, quoi. Il y a des strates, et il faut naviguer. Et gouverner, pour moi, ça devient le gouvernail beaucoup plus que la gouvernance. C'est-à-dire que les gens, les politiques, les grands politiques aujourd'hui à mes yeux, ceux que je reconnais comme des grands politiques, sont des gens qui savent naviguer dans ces courants
pour tracer un cap. Et c'est plus du tout la même chanson que sur un territoire qu'on maille, sur lequel on administre, sur lequel on compte les gens qui sont là, comment on leur donne à manger, comment on les loge, etc. Les gens bougent, il y a des fluides partout, et c'est plus du tout la même façon de penser les choses. Et donc, mon troisième point, et je finis juste là-dessus, c'est qu'il y a un grand enjeu qui émerge dans les théories philosophiques et sociologiques autour de la question du changement climatique en particulier, c'est la diplomatie. La diplomatie, pas à dire juste « oh, il faut être diplomate avec les gens pour leur parler poliment ». Pas la diplomatie au sens oui, bon, voilà, il faut accepter, et puis on met des lignes rouges, mais on négocie. La grande diplomatie, c'est celle où justement c'est la ligne rouge de la discussion. Parce que il faut perdre quelque chose pour discuter et être diplomate. On est devant Yalta, c'est-à-dire le partage du monde. Quand ils étaient à Yalta, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il y a un moment donné, il a fallu lâcher des choses, il a fallu en obtenir d'autres, mais tout ça s'est fait avec une position de diplomatie où la tension est maximale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être confortable là-dedans. La situation actuelle n'est pas confortable, et ce n'est pas grave, parce qu'elle est créative, et qu'elle oblige chacun à bouger, et à bouger aussi sur ses fondements. Alors, c'est parfois difficile, ça engendre des réactions de toutes sortes, mais c'est la situation dans laquelle on est. De ce point de vue-là, les outils cartographiques, les outils de représentation, les outils de visibilisation sont des manières de rendre visibles des enjeux avec des perspectives. Donc ils ne sont pas neutres, ils sont toujours produits quelque part. Donc il y a des confrontations, et vous le savez très bien, les gens amènent certains chiffres, les autres amènent d'autres cartes, les autres amènent leur expérience personnelle, les autres témoignages, et tout ça se confronte. La manière de prendre en charge tout ça, c'est d'être conscient de ces problèmes, d'être conscient de ces enjeux portés aussi par les enjeux de visibilisation, et de savoir qu'est-ce qu'on laisse aussi dans l'ombre, qu'est-ce qu'on ne voit pas, et de réinviter encore, et de relancer ce mouvement en permanence. Et à mon avis, la dynamique actuelle n'est pas une dynamique de stabilisation, mais une dynamique effectivement de de grands navigateurs, c'est-à-dire de grands larges, comme Titouan Lamazou hier, c'est-à-dire comment les courants reviennent en permanence, comment on ne peut pas s'atteler à un iceberg sans voir un plus gros iceberg arriver, parce que de toute façon, la situation est ainsi au niveau de l'ensemble de la planète, qui est l'échelle la plus grande qu'on puisse imaginer, pour l'instant, puisqu'évidemment, nous sommes en train d'étendre aussi cette limite-là, comme vous le savez, puisque les planètes, les exoplanètes, voire etc., sont aussi en voie d'exploration. Donc, en tout cas, moi, pour ma génération, puisque je pense qu'il y a des enjeux qui sont de l'ordre de la vie qu'on va avoir, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas échapper à ça. En tant que moi, j'ai moins de 40 ans, je ne peux pas échapper à cette question. Si nous ne sommes pas tout de suite dans cette position-là, de toute façon, on sait où on va, c'est-à-dire des conflits qui vont être des conflits directs. On les voit arriver à différents endroits. Donc voilà, moi, je pense qu'il faut réintroduire chez chacun et chez les dirigeants politiques leur grande capacité forte, puissante, à être diplomate. Qu'est-ce que ça veut dire d'être diplomate? Je pense que le Quai d'Orsay doit prendre en charge, je pense qu'il faut ouvrir cette question, il faut publier là-dessus, il faut écrire là-dessus, et il faut inciter les gens à se mettre dans cette position-là. Merci Julien, et parfait pour avoir fait ce lien justement entre territoire et niveau de gouvernance. Pascal, Eric, après, si vous avez des questions dans la salle, et puis il faudra aussi qu'on aborde le troisième sujet de la réflexion des usages et de la volonté d'un développement d'usages plus international, plus ouvert sur le monde. De façon très très succincte pour laisser le temps aux questions et à la discussion, aux échanges, deux, trois points en complément de ce que tu viens de dire et pour travailler sur l'articulation entre l'identité, la gouvernance. Je pense qu'il est important aussi de re-questionner des concepts qui nous paraissent évidents, qui nous paraissent universels et qui ne le sont pas forcément, qui est celui du statut de la science, de celui du savoir et de celui du progrès aussi. On arrive dans une période où on est dans du post-industriel, dans du post-séculier, dans du post-tout ce qu'on veut. Comment on place la raison, comment on place la science de la gouvernance aujourd'hui dans le monde actuel. Ça passe, je pense, une fois de plus, par l'importance du regard croisé, par l'importance de prendre connaissance des expérimentations qui peuvent être faites ailleurs. Et je profite de l'occasion pour parler aussi du fonctionnement, disons, de ce groupe, dont vous pouvez avoir aujourd'hui une petite
Un petit exemple, c'est que l'on se retrouve aujourd'hui finalement très franco-français pour des questions très techniques, parce qu'on est à Saint-Émilion et que les bonnes âmes qui ont pris de leur temps et qui ont pu venir d'une distance relativement proche sont venues ici. Le fait d'avoir nos amis africains, asiatiques, sud-américains aurait très certainement apporté aussi d'autres éléments dans la propre compréhension, dans la propre définition des questions que l'on se pose, quoi. Tout en travaillant sur des échelles très micro, mais pour comprendre aussi l'importance de toutes ces réflexions et de tous ces partages, quoi. Voilà, j'arrête ici. Tu as parfaitement raison, la diversité du groupe il repose aussi sur la diversité des origines et la capacité de ces diversités d'origines à répondre à un sujet très micro. Là, on est juste dans une toute petite représentation, encore une fois, dans un temps très court. Éric, la salle. Alors, sur la question de la diplomatie, c'est assez clé, mais vous allez voir, c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire l'explosion du nombre de parties prenantes. C'est-à-dire que la diplomatie traditionnelle, c'est une diplomatie entre États. Regardez ce qui se passe avec Trump. Il se retire de l'accord de Paris, les États-Unis. Mais les villes américaines disent non. Et donc, il y a une autre diplomatie qui est au niveau des villes, qui disent non. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui va gérer, puisque moi, je suis concerné. Puisque j'ai un mandat d'offrir une vie vivable dans ma ville. Donc, il y a la notion, et on le voit dans le domaine de l'eau, on le voit à la COP sans arrêt maintenant, la notion de coalition, en dehors des États. Alors, c'est au niveau des régions, c'est au niveau des villes, c'est dans tous les niveaux. Donc, bonne nouvelle. C'est-à-dire que la diplomatie explose partout. Mais, mauvaise nouvelle, parce que, en même temps, parce que ce système est en train de faire exploser la légitimité des corps intermédiaires. Et vous avez des coalitions qui peuvent être excellentes, mais vous avez des coalitions qui peuvent être terribles. Parce qu'il y a une autre question que tu as posée, c'est qu'on n'a jamais vu à ce point une telle importance de l'opinion. Et je ne parle pas seulement des chaînes d'information en continu, mais je parle de tous les réseaux sociaux, sans aucune sorte de relation avec la vérification. C'est-à-dire, on dit des choses fausses. Et que dans le débat actuel, le faux prend une importance qui existe. Donc le faux existe, alors même qu'il est faux. Comment peut-on, en étant raisonnable, intégrer dans le débat du faux? Je vois dans les questions de santé sur les affaires de vaccins, on dit n'importe quoi et on professe des opinions meurtrières. Meurtrières. C'est pas vrai. On dit des choses pas vraies. Pourtant, ça existe. Comment est-ce qu'on intègre le faux dans un débat qui doit être rationnel? Et on est toujours battu, puisque quand vous avez une position rationnelle, vous êtes évidemment en fragilité par rapport à ceux qui sont dans le vrai. Puisque, comme on dit toujours, et c'est une de nos bases, le faux est toujours plus simple que le vrai. Toujours plus simple que le vrai. Et d'ailleurs, un des symptômes du faux, c'est qu'il est simple. Et tout ce qu'on vient de dire, c'est l'interaction. L'interaction est compliquée. Donc, si on se rapproche de la vie, on est dans l'interaction. Et donc, tout ce qui est simple est faux. Et plus on connaît la vie, plus ce qui est simple est faux. Comment est-ce qu'on fait? Ce qui va poser une autre question, qui est vertigineuse, c'est-à-dire où on s'arrête une fois qu'un accord est, une fois parvenu à un accord. Il suffit d'une seule personne qui dit « je suis contre ». Et comme les gens n'ont rien à foutre, sur le net, ils disent « moi, je suis avec celui qui est contre ». Et puis 2, et puis 10, et tout ça, sans aucune sorte de logique. Donc comment on dit qu'on se met d'accord sur un équipement? À quel moment on arrête? À quel moment on arrête la contestation? Donc à ce moment-là, on est dans la puissance. Et là, on est dans cette vision où c'est le faux absolu, où on dit « c'était mieux avant », venant de ceux qui contestent justement, avec des épouvantables nostalgies du temps d'avant, comme si le temps d'avant était mieux.
où on avait une espérance de vie à 25 ans, où on avait des pollutions perpétuelles. Relisez, pour ceux qui sont pour les anciens temps magnifiques, relisez le parfum de Susskind, ce que c'était que Paris. On disait « Ah, c'était mieux avant ». Eh bien, lisez. Et c'est les grands professionnels de la nostalgie. Et on revient à tous ces mécanismes-là. Vous voyez, donc, on va dans un monde quand même très particulier, avec cette double situation du net, où on est dans la transparence absolue des vies privées, puisque comme vous savez, ce petit objet nous connaît bien mieux que n'importe quel plus proche de la famille, transparence absolue, et en même temps le lieu de l'opacité et de l'obscurantisme. C'est ça notre bataille. Et à tous les niveaux, on a ce genre de questions. Et c'est extrêmement difficile d'être élu parce qu'on essaye de dégager une sorte d'intérêt général, de position commune, même en étant le plus possible attentif, en se mettant le plus possible, mais à un moment donné, il faut quand même décider. Parce que c'est quand même ça le principe de ce qu'on appelle avec maintenant une sorte de honte, comme si on avait une maladie terrible et sexuellement transmissible, qui est une sorte de croyance au progrès et de mieux demain par rapport à la situation actuelle. Donc, mais en même temps, il faut prendre ces comptes-là. Et moi, qui suis maintenant vulgarisateur scientifique, c'est hallucinant d'être dans le pays du faux. C'est pas vrai. Simplement, il y a une majorité de gens qui sont pour le pas vrai. La question des vaccins est hallucinante. Voilà. Alors, on va passer la parole quelques minutes à la salle. Je crois qu'il y a monsieur qui voulait intervenir. Oui. Attendez, alors, oui, parce que Guilain me dit juste une phrase. Il se trouve que j'ai fait une biographie de La Fontaine. Et alors, il y a dans une fable pas du tout connue, qui est le statuaire et la statue de Jupiter. Donc Jupiter, ça m'a immédiatement intéressé, évidemment. Alors écoutez cette relation entre le vrai et le faux. Écoutez, chacun tourne en réalité au pluriel, chacun tourne en réalité autant qu'il peut ses propres songes. L'homme est de gel aux vérités, il est de feu pour les mensonges. La Fontaine. Je vais me présenter très rapidement. Je suis ancien géochimiste de l'Université de Bordeaux et j'ai travaillé pendant de longues années sur tous les fleuves de notre région au niveau Grand Sud-Ouest, mais évidemment avec une attention particulière sur Garonne, Dordogne, estuaire de la Gironde. Sur tout ce que j'ai entendu hier, il y a deux choses qui m'ont beaucoup plu. C'est d'abord d'avoir signalé la fragilité des interfaces continent-océan, estuaire, delta, fleuve aussi. Et vous connaissez les problèmes, je travaille depuis de longues années avec Madame Rabic, à savoir que la qualité globale des eaux est menacée, que la quantité des eaux est menacée aussi. On assiste à une baisse des débits considérable dans notre région. On a perdu sur quelques décennies 30% et la prévision est que cette chose-là continue à se perpétuer. Donc ça va vouloir dire qu'il va falloir s'adapter. Donc une question que je poserai au groupe, c'est finalement, est-ce que c'est quelque chose de général au niveau de la Terre, ces changements et perturbations sous l'effet des changements climatiques, mais aussi des changements dus aux actions anthropiques, les deux interagissant. La deuxième chose que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les appels qui ont été faits à la notion de jeunesse. C'est-à-dire que nous subissons le changement actuellement, là, changement anthropique, entre autres, climatique, entre autres, mais ce sont nos enfants qui vont en baver le plus, parce qu'on dit 1 degré, 2 degrés, 3 degrés de plus, et à chaque fois, les effets s'aggraveront. Donc, ce sont les enfants qui vont... et là, je pense que l'éducation nationale a quelque chose à faire sur une sensibilisation très forte concernant cette population. Je vais vous dire en 1 minute, il y a à peu près 30 ans de ça, j'ai fait travailler 48 lycées sur le Grand Sud-Ouest pour essayer de mesurer l'érosion des sols,
combien de particules étaient transportées, arrachées. Par exemple, il faut savoir que nous, en Garonne, simplement, il y a 3 millions de tonnes de matière en suspension qui rentrent chaque année dans l'estuaire et qui sont arrachées au sol, soit une moyenne de 50 tonnes par kilomètre carré par an. Donc c'est énorme. Mesurer ça, c'est très compliqué. Et j'ai eu cette idée de dire, bon, mais ce sont les lycéens qui vont faire les prélèvements. Ils nous faisaient un prélèvement par semaine et ils nous faisaient un prélèvement par jour quand il y avait des crues. Et à la fin de ça, j'avais à peu près 1000 étudiants qui travaillaient dans le Grand Sud-Ouest là, et tous les proviseurs de tous les établissements m'ont dit ils n'ont jamais autant parlé du fleuve que durant cette période. Donc on les a récupérés là. Et je trouve que maintenant, on a tout ce qu'il faut avec tous les appareils qu'ils ont pour continuer ce genre d'action, le refaire sur des choses simples, leur faire mesurer l'étiage à l'aréole. Il y a 40 ans de ça, il y avait des bancs de sable de quelques dizaines de mètres pendant l'étiage, quand il n'y a plus d'eau. Maintenant, ce sont des centaines de mètres. Et ça, il faudrait que ce soit mesuré, que ce soit compris. Et ce sont les jeunes qui doivent le mesurer. Ce sont eux, parce que c'est eux qui vont subir le phénomène et il faut qu'ils s'y préparent parce qu'après, nous, il va falloir qu'on s'adopte. On a dit qu'il fallait changer de comportement, mais on change de comportement si on a bien appris ce qu'il importe de faire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci monsieur, je vais vous laisser la parole. Juste pour répondre 30 secondes à la question, enfin, c'est pas répondre, c'est donner un éclairage. Est-ce que cette baisse des niveaux que vous constatez ici, on sait que la Dordogne pourrait perdre encore 30% de son niveau d'ici 2050, donc on est dans une logique effectivement baissière. Moi je peux vous donner 2-3 exemples sur lesquels on a travaillé. Le Rhône aujourd'hui connaît une baisse de son hydrométrie, de son hydraulicité importante. On est sur une tendance. Il y a une année 2013 qui a été plutôt bonne, où le niveau d'eau était important, mais sur les 10 dernières années, on perd. Cette année, grosso modo, sur la totalité de l'année, on est à moins 35%. Alors c'est peut-être un fait exceptionnel. Encore une fois, on n'a pas le recul peut-être suffisant. Il n'empêche que depuis 10 ans, ça diminue. Et cette année, on va atteindre le plus bas historique d'eau passée dans le Rhône. Donc il y a quand même une tendance. Autre exemple que je vais vous donner, c'est les fleuves qui n'arrivent plus à la mer, non pas de façon naturelle, puisqu'il y a des rivières et des fleuves qui ne vont pas à la mer, mais par contre il y a des fleuves qui ne vont plus à la mer ou qui ont de plus en plus de mal à arriver à la mer, du fait des changements. Alors des changements climatiques, du fait des aménagements, du fait de toute dimension anthropique. Et un exemple, en Australie, le fleuve Murray est un fleuve qui est le principal fleuve, on va dire, de l'Australie. Dans le sud-est de l'Australie, il se jetait régulièrement, il se jetait dans la mer. Aujourd'hui, un certain nombre de jours, il n'arrive plus à la mer, mais il n'arrive vraiment plus à la mer. C'est-à-dire que vous avez le cours d'eau qui part de sa source et qui progressivement s'étiole et s'arrête à 50, 80, 100, 200 km de l'estuaire. Et puis certains jours, il repart parce qu'il y a eu un apport d'eau. Donc on est vraiment dans quelque chose là qui est totalement anormal. Donc je ne sais pas répondre de façon scientifique à la question que vous posez. En tout cas, le constat est que partout, on a des baisses de niveau et on a des rivières ou des fleuves qui ne vont plus à la mer pour des raisons non naturelles. Je ne parle pas des rivières qui disparaissent et qui ne vont pas jeter. Ça, c'est encore un autre phénomène. Donc voilà. Autre élément qu'il faut avoir en tête quand même sur la notion du changement climatique, sur le bassin du Danube, chaque année actuellement, on constate une augmentation de 0,5 degré sur l'ensemble du bassin. Forcément, il y a un changement. C'est juste pour rebondir sur vos propos et vous apporter 2 petits éclairages. Je n'ai pas la prétention de pouvoir apporter plus d'éléments que ça. Monsieur. Bonjour à tous, Julien Mas, donc je représente le port de Bordeaux, je suis le chef du département de l'environnement du port. Et je voulais juste faire 2 remarques sur cette partie gouvernance. Je vous rejoins tout à fait. Il y a quelques années de ça, sans être nostalgique, les grands aménagements se décidaient à 4 ou 5 personnes. Le préfet, les grands élus ont tracé une droite à un endroit et le pont allait passer ici ou le barrage se ferait là. Ça, c'est terminé, puisqu'effectivement, à la fois, le nombre de parties prenantes a explosé et le nombre d'instances aussi.
peut-être en lien avec ces parties prenantes, a explosé. Aujourd'hui, lorsque vous voulez obtenir un arrêté préfectoral, vous devez passer devant 4-5 commissions, il y a des réglementations nationales, européennes qu'il faut franchir. Et un des moyens, aujourd'hui on voit sur le barrage de Sivens par exemple, on entend du barrage de Sivens simplement les affrontements entre les zadistes et les gendarmes mobiles, avec le décès justement d'un jeune homme. Un des moyens, c'est peut-être, pour reprendre des expressions que vous avez données, c'est l'empathie. C'est peut-être qu'à un moment donné, il faut s'asseoir et se mettre à la place de celui qui est en face, littéralement, pour connaître ses enjeux, pour avoir la finalité de son projet, à quoi ça va servir vraiment, ce genre de choses. Et peut-être que demain, la diplomatie pourrait devenir une diplomatie avec de l'empathie. En tout cas, je formule ce vœu. Merci. Je vais rebondir sur on a parlé d'Europe et amener aussi une autre nationalité. On a parlé d'Océanie. Moi, je viens de Belgique. C'est pas très très loin. Mais pour avoir bossé 10 ans à Bruxelles sur une ville qui est basée sur un voûtement de son cours d'eau, ça amène aussi une logique assez intéressante. J'ai travaillé 10 ans sur les problématiques de développement local qui sont appuyées par l'Europe. En fait, il y a des structures qui existent, mais qui, à mon avis, sont déjà trop sclérosées par un côté administratif. Je me fais l'avocat du diable pour avoir travaillé 10 ans dans ce domaine-là et voir comment ça fonctionne sur le terrain. On appelle ça les groupes d'action locale. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Il y en a un ici sur le territoire, je ne sais pas s'il y a des représentants, mais il y a des outils de gouvernance qui existent justement pour avoir ce partage entre différents secteurs autour d'une table. Donc, je ne sais pas s'ils sont là, ça aurait été bien de les voir. Mais il y a, là, en fait, je voulais vraiment insister là-dessus, c'est qu'il y a maintenant de plus en plus d'outils, on a parlé des technologies, pour maximiser la parole de tous les types d'acteurs au niveau d'un territoire. Et il y a vraiment un sujet que moi je veux amener, qui est le sujet qu'on appelle l'innovation ouverte, dont on entend parler dans beaucoup d'autres secteurs, mais au niveau de l'aménagement du territoire, de la matérialisation de la culture d'un territoire, il y a là des outils, à mon avis, qui sont très intéressants à utiliser. Donc là, moi je travaille sur un projet de développement de tiers-lieux liés justement à la gouvernance du fleuve, des rivières. Donc je voudrais savoir si c'est un sujet ou si ça évoque pour vous des idées, des outils qui existeraient déjà et qui permettraient de traduire en outils de gouvernance quelque chose que je vais rechercher dans un ouvrage auquel M. Orsena a déjà fait référence dans le Gulf Stream, qui est le champ des pistes de M. Chatwin, et qui représente vraiment cette immatérialité d'un patrimoine, mais qu'on a tout intérêt à traduire en outils de gestion et de partage. C'est une histoire, le champ des pistes de Bruce Chatwin, c'est extrêmement intéressant parce que c'est exactement ce qu'on disait tout à fait au début. Comment s'y retrouver? On parle de cartes. Et les aborigènes, dans la grande tradition, se retrouvent sur un territoire en se racontant le poème du territoire. Ce qui est exactement ce dont on a besoin, c'est-à-dire le récit, de savoir où nous sommes. C'est-à-dire, ils marchent, et c'est ce récit même qui est leur carte. Et ça, et lisez Chatwin de toute façon, parce que lisez en Patagonie, mais lisez celui-là, c'est absolument prodigieux de voir ça. Et ça, c'est exactement le décentrage du regard. C'est-à-dire que... et alors, ce qui est intéressant avec la géomatique, parce qu'il n'y a pas que du mauvais dans la modernité, évidemment, comme on voit, mais c'est que, justement, on retrouve un peu ce mécanisme-là. C'est-à-dire que on n'est pas une carte imposée. C'est-à-dire, qu'est-ce que la géomatique? C'est la visualisation du possible. Et donc, ça rassemble tous les gens qui peuvent être impliqués. Et j'ai des expériences extraordinaires, par exemple au MIT, où vous aviez des villes avec des petites briques Lego connectées. Et vous construisiez la ville en fonction de vos souhaits. Vous voulez qu'il y ait plus de degrés, ben voilà, dans la ville, si vous rétrécissez la largeur de la rue, vous aurez un demi-degré en plus. Si vous l'élargissez, etc. Si vous installez là le parking, vous voyez ce que ça donne.
Donc vous visualisez les conséquences. Et de la même manière, ce que vous avez dit, qui est pour moi extrêmement clair, c'est-à-dire la merveille de ce qu'on voit en ce moment, notamment pour le comptage des oiseaux, mais ça peut être beaucoup plus large, c'est-à-dire la science participative. Et là, grâce à ces nouvelles techniques de géomatique, vous avez le possible. Alors, vous n'allez pas rassembler tout le monde, bien sûr, parce qu'il y aura toujours des connards, mais vous avez possibilité quand même d'en intégrer le maximum. Et c'est une réponse à l'effondrement des corps intermédiaires. Donc, ce que vous dites, c'est très, très passionnant. Voilà. Je vais vous prier de m'excuser, car je suis obligé de partir. C'était une merveille. Merci. On va juste laisser la parole à madame, et puis on va... Bonjour, je me présente, je suis Catherine Moumdjian, je représente le port de Libourne de Saint-Émilion. Et plusieurs mots m'ont interpellée dans toutes ces interventions fort intéressantes, notamment la notion de regard et de famille. Et je voulais juste apporter un petit témoignage sur ce qui s'est passé à Libourne pour l'aménagement du port. Puisque, en fait, Libourne est une ville portuaire depuis très longtemps, sauf qu'on l'avait un petit peu oublié, puisque depuis de nombreuses années, il y avait quelques bateaux qui accostaient à Libourne, mais de manière anecdotique. Et les quais et les berges de Libourne étaient un vaste parc de stationnement. Donc, voilà, la rivière était là, la Dordogne, à la confluence de l'Isle et de la Dordogne. Mais voilà, ça faisait partie du paysage, mais de manière très accessoire. Et puis un beau jour de 2011, un paquebot fluvial est arrivé, un petit peu sans qu'on en ait été averti. Et ce paquebot a interpellé tout le monde, parce que c'est joli, un paquebot, et puis on se demande ce qu'il vient faire à Libourne. Et ce paquebot, du coup, a ramené les gens vers la rivière. Alors, ça s'est pas fait en quelques jours, mais il a fallu, d'une part, adapter le seul équipement qu'on avait à l'époque, qui était un ponton qui servait à tout, les petits bateaux, les gros bateaux, les moyens, enfin bref. Et on a dû adapter cet équipement pour accueillir ces paquebots fluviaux qui arrivaient donc dans notre territoire, qui est passé bien sûr par Bordeaux initialement, mais qui avaient décidé de venir à Libourne, et notamment pour amener leurs passagers à Saint-Émilion. Donc nous sommes mis en quête de réflexion avec les experts nautiques du coin pour aménager notre port. Et nous en sommes aujourd'hui au 3e équipement, puisque de un bateau en 2011, maintenant nous en accueillerons en 2018 8. Ce qui n'est pas anodin parce que, alors on peut discuter de cette forme de tourisme, néanmoins, chaque année, ce tourisme apporte 20 000 visiteurs à Libourne et sur l'ensemble du territoire. Et surtout, cette nouvelle clientèle, ces nouveaux visiteurs ont amené à une façon de réfléchir l'accueil, à obliger par exemple les commerçants à se demander s'il n'était pas temps de parler l'anglais, à modifier leurs horaires d'ouverture par exemple. Pour ce qui nous concerne, nous, puisque moi je dépends de la ville de Libourne, à adapter aussi nos services, à proposer des choses qu'on ne faisait pas auparavant pour que ces paquebots puissent effectuer leur logistique dans de bonnes conditions. Enfin, tout ça pour vous dire que cette activité nouvelle a non seulement modifié les comportements des gens, mais a donné un nouveau regard sur la rivière. Et du coup, la municipalité, qui était très attentive à tout ça, et qui souhaitait aussi repenser le centre-ville de Libourne, qui est une bastide très ancienne, a pensé son aménagement urbain au départ autour de ces nouveaux aménagements. Ce qui fait que le centre-ville a été revu, les axes qui amènent à la rivière ont été rénovés, on a réfléchi un peu différemment la circulation dans la ville. Et maintenant, alors bien sûr, certains diront ici que Libourne est un vaste chantier depuis 2 ans, c'est vrai, c'est une grue, mais n'empêche que d'ici 2 ans, tout l'aménagement urbain, qui s'appelle d'ailleurs Libourne 2025, la confluente, c'est pas anodin, sera tourné vers la rivière. Et alors, avec toutes les questions qu'il y aura en termes d'exploitation, de valorisation et de protection de l'environnement, et tout le monde en est conscient, mais il n'empêche que c'est une nouvelle façon d'aborder la rivière, certainement.
Merci. Donc on va clôturer ce débat. C'est dommage parce que forcément ça commence à s'ouvrir, etc. Malheureusement on a des contraintes fortes. En tout cas, ce qu'on voulait vous montrer, c'est que la pluridisciplinarité, elle apporte un autre regard. J'espère que c'est un premier clin d'œil. Et en tout cas, je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Merci. Mais vous avez des gens qui restent là, mes trois compères qui sont là, donc n'hésitez pas à les interroger. Et merci de votre accueil.